Bernard de Montréal, vous êtes un personnage que vous qualifierez d'occulte. Et paradoxalement, vous voulez démystifier l'occulte. C'est un petit peu comme quelqu'un qui serait assis sur une branche, puis qui serait en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Comment expliquez-vous ça? N'y a-t-il pas un danger pour vous de vouloir démystifier l'occulte? L'occulte, c'est un concept de la réalité que l'homme a développé au cours des âges, afin de lui permettre de toucher un peu du doigt les mystères de la vie. Mais dans le fond, l'occulte, ça n'existe pas. Donc, si vous dites que je suis occulte et que je démystifie en même temps l'occulte, c'est parce que j'ai accès à de la connaissance qui, dans le passé, était considérée occulte, mais qui, demain, fera partie de la conscience normale et naturelle de l'homme. Et c'est ça qui me permet d'être, comme vous dites, culte, dans ce sens que je suis enraciné dans une conscience qui est profonde, mais à la fois capable de démystifier l'occulte, c'est-à-dire d'enlever les voiles de cette conscience qui, dans le fond, fait partie naturelle de l'organisation psychique de l'homme. Donc pour moi, démystifier l'occulte et être occulte à la fois, c'est normal. Un jour, l'homme, au lieu d'être occulte, au lieu que l'on dise un jour que l'homme est occulte, on dira un jour que l'homme a une connaissance profonde des lois suprasensibles de l'universel. Lorsque l'homme sera scientifique dans sa connaissance, qu'il aura une compréhension parfaite de ces lois sur tous les plans, on ne dira plus qu'il est occulte, on dira que l'homme a atteint le stage de la maturité scientifique. Et à ce moment-là, le problème de l'occulte, ou le problème de la démystification de l'occulte, ou le problème que crée l'occulte, psychologiquement, chez l'humanité, n'existera plus. Donc pour moi, je ne vois pas de problème, ou je ne vois pas de conflit, ou de contradiction dans être conscient et démystifier ce qui, pour moi, est une marge d'inconscience dans l'intelligence de l'homme. Alors, lorsqu'on vous qualifie d'occulte, ça correspond peut-être à notre incapacité, à nous, de vous rejoindre sur certains plans. Dans un sens, oui. Ça indique un peu une territorialité à laquelle j'ai accès, que l'homme demain aura accès. Donc, pour moi, c'est normal d'être ce que vous dites occulte, mais d'un autre côté, je ne me sens pas occulte. Je me sens présent dans ma conscience. Je vais chercher dans ma conscience ce que j'ai de besoin pour comprendre le monde, pour comprendre la vie sur différents plans. Donc, pour moi, je ne me sens pas occulte. Je sais que je suis occulte par rapport à la majorité des idées de l'humanité, mais personnellement, je ne me sens pas occulte. Je me sens normal, je me sens naturel, je me sens intégré, à la fois dans l'invisible et dans la matérialité. Mais c'est peut-être aussi notre perception que l'on a de vous, dans le sens qu'il y a certainement une différence chez vous au niveau du psychisme. C'est peut-être cet aspect-là psychique qui fait qu'on vous qualifie d'occulte. Oui, parce que mon expérience, disons à partir de 69, lorsque j'ai connu la fusion, naturellement a transformé mon psyché, a transformé ma personnalité, a transformé mon mental, a amené ma conscience à des niveaux de réalisation qui ne font pas partie de la des structures conceptuelles de l'homme. Mais une fois que je me suis habitué à cette conscience nouvelle, à cette nouvelle intelligence qui n'est pas égocentrique, je me suis graduellement adapté à une vision des choses qui est très normale, très naturelle et qui fait partie ou qui fera partie de la conscience de la nouvelle humanité. Est-ce que c'est une forme de voyance? Oui, c'est une forme de voyance parce que si l'on regarde la vie
en dehors de ces structures mécanistes, si on peut interpréter l'événementiel, si on peut prévoir, c'est-à-dire aller dans le futur et le ramener dans le présent pour en élucider l'échantillonnage, c'est normal que nous soyons considérés comme voyants, mais encore le mot voyant implique une certaine qualité occulte de l'esprit de l'homme, mais ça encore, c'est une défaillance psychologique dans notre capacité mentale et conceptuelle de voir l'organisation naturelle de l'universel. Comment se fait-il que les religions ont toujours considéré l'occulte ou les sciences occultes comme un interdit, un tabou définitif? Les religions ont considéré les sciences occultes comme un interdit parce que les religions, à cause de leur fonction civilisatrice, à cause de leur fonction de guide, à cause de leur fonction d'interprète de la vérité, se devaient d'empêcher l'extrapolation interne ou occulte de certains individus qui avaient la capacité naturelle de franchir les limites psychologiques du terrain mental, historique de l'époque. Si la religion n'avait pas créé cet interdit, nous aurions eu dans le monde une sorte de championnage, dans ce sens que des individus dits occultes ou psychiques ou sensibles auraient pu facilement, à cause de la nature de leur connaissance, à cause de leur capacité d'aller au-delà des frontières du connu, jeter des idées dans une civilisation qui n'était pas, sur le plan universel, prête à les recevoir. Donc, c'était réellement une lutte du pouvoir. L'Église ou les églises ou les religions travaillent toujours dans les masses humaines à la conservation de leur pouvoir afin de créer une plus grande quantité d'adeptes, afin de diriger la barque, si vous voulez, de leur connaissance messianique ou de leur connaissance ésotérique ou de leur connaissance spirituelle. C'est normal. On ne peut pas blâmer l'Église de ces faits, seulement on peut reconnaître aujourd'hui que l'Église a perdu à cause de ceci. Essentiellement, son message ésotérique, il y a si nous prenons la chrétienté par exemple, il y a à l'intérieur de la chrétienté énormément de matériel ésotérique ou occulte. La preuve, c'est que l'Église, par exemple, pendant très très longtemps, a servi d'intermédiaire entre l'homme et l'invisible dans l'expression ou dans l'activité de l'exorcisme. Elle a voulu garder le contrôle sur ceci. Donc, il y a des prêtres qui avaient été amenés à une sorte d'érudition et à une sorte de méthodologie afin d'extraire de l'homme les puissances du mal. Cette activité de l'Église était très occulte. Elle n'était peut-être pas comprise occultement comme nous, aujourd'hui, nous pourrions l'expliquer, mais essentiellement, elle était occulte parce que l'homme qui était assujetti à de telles possessions devait être libéré de ses possessions par une méthode ecclésiastique, religieuse, spirituelle qui convenait au visage occulte de l'Église. Est-ce que ce matériel-là n'est pas passé aujourd'hui entre les mains des psychanalystes? Ce matériel aujourd'hui est passé beaucoup entre les mains des psychanalystes, mais il y a aussi beaucoup de ce matériel qui demeure dans les mains de certains exorcistes dans le monde. L'Église continue à exorciser. Il y a des individus dans certaines régions du globe qui ont encore la faculté de travailler sur les plans de la sorcellerie. Il y a des individus qui travaillent dans des sphères un peu plus
avancées, tels par exemple ces individus qui sont reconnus internationalement comme étant des exorcistes, autant de privilèges que de capacités. Donc, ça continue, ceci. Mais effectivement, comme vous le dites, la psychanalyse a beaucoup changé ceci, et c'est très bon. Seulement que la psychanalyse n'est pas capable de restaurer dans le mental de l'homme la conscience qui a été perdue à cause de sa méthodologie thérapeutique, de sa méthodologie chimique. La psychanalyse n'est pas capable de redonner à l'homme la conscience. Une fois que l'homme est assujetti à la pilule, si vous voulez, il devient de plus en plus végétatif. Donc, la psychologie n'a pas réussi à réellement exorciser l'homme. Elle a simplement terrassé les forces en lui qui le manipulent, mais sans lui redonner la vigueur mentale d'autrefois. Donc, elle est encore, cette psychanalyse, impuissante. Mais du point de vue d'un psychanalyste, ces forces-là ne viennent pas de l'extérieur, elles sont inhérentes à l'homme. Du point de vue de la psychanalyse, ces forces-là ne viennent pas de l'extérieur, elles font partie de l'homme, et ce n'est pas faux. Seulement, de dire qu'elles font partie de l'homme ne veut pas dire non plus qu'elles font partie de l'ordre mécanique, biophysique de l'homme, ou simplement chimique de l'homme. L'homme est un être qui est multidimensionnel. Il y a de la matérialité en lui. Il y a aussi énormément de plans éthéréels. Et ces plans sont des mondes. Et à l'intérieur de ces mondes évoluent des esprits, c'est-à-dire des âmes, c'est-à-dire des entités qui ont le pouvoir de s'unir à l'homme selon la condition émotive, selon la condition mentale et, dans certains cas, selon la condition purement physique de son cerveau. Par exemple, dans certains cas de schizophrénie, ces forces sont capables d'engendrer dans l'homme une désorganisation totale de son mental. Mais ce n'est pas parce que l'homme est sur le plan physique, au niveau cérébral, démuni. Ce n'est pas parce qu'il y a une faille dans ses neurones, ce n'est pas parce qu'il y a une faille dans son organisation matérielle que cette faille n'est pas utilisée par des forces sur d'autres plans. C'est justement là que la psychanalyse s'empêche de voir plus profondément dans la nature même de la maladie mentale. Le phénomène de la pensée, le phénomène de la voix intérieure, le phénomène de la conscience est un phénomène d'ordre psychique, c'est-à-dire d'ordre invisible, c'est-à-dire d'ordre qui fait partie de l'organisation des mondes invisibles qui sous-tendent la nature matérielle de l'homme. Le phénomène du radio. Les ondes qui partent d'une station et qui s'acheminent vers le cristal dans le radio sont des ondes qui ne font pas partie du radio. Mais la psychologue s'acharne à croire que le radio, que les ondes qui émanent du radio ont été manufacturées dans le radio. Les hommes sont des radios très évolués qui reçoivent des ondes d'autres plans, d'autres stations, d'autres mondes. Et c'est lorsque la psychologie aura compris ceci que les psychologues deviendront de plus en plus occultes et qu'ils pourront, à ce moment-là, réellement démystifier la psychologie et réorganiser leur connaissance de l'homme et réellement inviter l'homme à une progression mentale et consciente, le libérant éventuellement de ces poids ou de ce fardeau, si vous voulez, qui résulte de la possession de son mental par des intelligences qui évoluent sur d'autres plans. Alors, si l'homme est réceptif à ces émissions, s'il capte par le biais peut-être d'un sixième sens ces émissions, est-ce que de son côté, il interfère, lui, sur d'autres plans, en émettant? Oui. L'homme, bon, prenons par exemple le cas de la mortalité. Une personne perd dans la vie matérielle un être cher.
À cause de sa sensibilité, elle veut communiquer avec cet être cher. Elle interfère avec l'évolution de cet être cher de l'autre côté, parce que sur les autres plans, ce qui pour nous est extrêmement subtil, extrêmement éthéréel, sur les autres plans, c'est concret. Ce qui pour l'homme est matériel sur sa planète, dans les autres mondes, c'est l'ordre de la pensée qui est matériel. Donc, la pensée est matérielle dans les autres mondes, dans les mondes de l'esprit. Et si l'homme intervient dans ces mondes pour des raisons sentimentales, pour des raisons d'amour ou pour des raisons de haine, à ce moment-là, il fait interférence avec l'évolution de ses intelligences sur ces autres plans et il se soumet à des conditions qui peuvent pour lui être néfastes parce qu'il ouvrira ses centres et éventuellement, il y aura réponse entre lui et ses autres plans et l'homme deviendra psychique, il développera certaines facultés et n'étant pas suffisamment conscient, n'étant pas suffisamment équilibré, il pourra souffrir de ses contacts avec ses autres plans et il pourra même en arriver à une sorte de débilité mentale ou à une sorte de déséquilibre psychologique. Pour travailler avec, pour être en communication télépathique avec les autres plans, il faut être soi-même extrêmement solide, extrêmement équilibré, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait en soi la moindre manutention de l'activité mentale par ses intelligences. Autrement dit, il faut que l'homme ait accès à sa propre énergie, il faut que l'homme soit dans sa propre intelligence, il faut qu'il soit dans son propre esprit. Donc, s'il est dans son propre esprit, il ne peut plus être activé, il ne peut plus être manipulé par d'autres intelligences, d'autres esprits qui peuvent être sur des plans inférieurs à lui-même. Donc, il est sûr de sa situation. Maintenant, les attributs de ces contacts ou les manifestations de pouvoir tels que le poltergeist ou bien la télékinésie, le déplacement des objets, etc., est-ce que c'est justement le résultat de ces contacts-là? Est-ce que ces forces ou ces intelligences se servent à ce moment-là de la personne, du médium, comme d'un canal, et lui donnent un pouvoir? Et à quelle fin ce pouvoir? À quelle fin cette démonstration, si c'est le résultat de cette communication? Ces phénomènes sont le résultat de l'activité d'intelligence sur d'autres plans. Dans certains cas, ce sont des intelligences qui sont créatives. Dans d'autres cas, ce sont des intelligences qui sont retardataires. Dans certains cas, il y a des phénomènes qui sont exposés à l'humanité pour l'évolution lente et graduelle d'une conscience supérieure. Prenez par exemple le cas où ce petit garçon se voit élevé au plafond lorsque sa mère entre à la maison le soir. Il est maintenu là, dans un état d'antigravité, par des forces qui utilisent son champ de force personnel. Donc, c'est de la manipulation. Mais ceci fait partie de son lien karmique avec des entités dans le passé. Il y a des hommes qui vivent l'expression de forces psychiques pour des raisons évolutives, c'est-à-dire que ce sont des hommes qui sont en harmonie vibratoire avec d'autres plans d'intelligence. Nous avons par exemple le cas de la sainteté. Il y a énormément de saints qui ont manifesté sur le plan matériel le pouvoir de la lévitation ou d'autres pouvoirs. Mais ces pouvoirs étaient en relation avec l'activité spirituelle de certaines intelligences sur d'autres plans qui convenaient à l'expérience planétaire de ces hommes, à l'expérience planétaire spirituelle de l'Église, et ainsi de suite. L'Église catholique, malgré tous ses efforts à réellement contenir les aspects extraordinaires de ce phénomène, l'Église catholique, dans sa sagesse, de réellement s'assurer que tout ceci fait partie de l'édification de l'homme, a réellement été renforcée au cours des siècles par ce que nous appelons en parenthèse les miracles, c'est-à-dire les phénomènes psy. Parce que les hommes, dans ce temps-là, lorsqu'ils voyaient qu'un saint homme pouvait produire après sa mort ou pendant sa vie des phénomènes qui relevaient de l'œuvre de Dieu ou de la main de Dieu, donnaient à l'Église un poids, une véracité. Donc, tout ceci fait partie du grand plan cosmique, occulte, voilé, qui engendre sur la Terre certaines choses, certaines forces, pour l'évolution psychologique, spirituelle de l'humanité, et à la fin du 20e siècle, encore pour l'évolution psychologique de l'homme plutôt que l'évolution spirituelle, amenant ainsi la science à s'interroger à ces phénomènes, afin que la science un jour puisse
sortir, fracturer la frontière plutôt mécanique de sa pensée pour entrer dans une pensée beaucoup plus souple, beaucoup plus créative, ainsi de suite, afin de connaître la relation entre l'invisible et le matériel. On a dit que au Vatican, il y avait toute une section de scientifiques qui s'intéressaient à la parapsychologie, un collège de 12 spécialistes. Et que récemment, elles avaient réussi à photographier, à prendre des photographies dans le temps, dans le passé. Et qu'ils espéraient remonter comme ça jusqu'à la crucifixion. Pensez-vous qu'il soit possible qu'au Vatican, il y ait ce genre de recherche? Oui, le Vatican s'intéresse à la parapsychologie. Il y a, comme vous dites, un groupe d'individus qui travaillent dans ce domaine. Et c'est très noble, c'est très intelligent. Et ça montre que l'Église essaie de se rendre compte d'une façon plus étroite de la phénoménologie psy, afin de pouvoir comprendre d'une façon plus scientifique la relation entre l'invisible et le matériel. Ça fait partie de l'évolution moderne de l'Église, c'est très bien. Et est-ce que les gens pourront éventuellement photographier dans le passé? Pourquoi pas? Le passé, c'est de la mémoire. Et les intelligences ou les forces sur les autres plans peuvent très très bien projeter sur une matière imprimable une mémoire, puisque ça fait partie de la condensation, de la densification de la pensée. La pensée, c'est une réalité, c'est une énergie et elle se projette. Nous sommes aujourd'hui capables d'imprimer sur un film une image à l'aide de la lumière. Alors, si nous pouvons le faire, nous les hommes, pourquoi des intelligences sur des plans invisibles qui manipulent l'énergie à des niveaux beaucoup plus subtils ne seraient pas capables d'imprimer sur un écran quelconque une image du passé ou même une image du futur? Vous avez le cas de Sirius aux États-Unis, par exemple. C'est normal. Nous devons petit à petit commencer à reconnaître que l'impossible est beaucoup plus réel que le possible. Le possible ne fait partie que des vertus psychologiques de l'événement. Lorsqu'en fait, l'impossible fait partie de la puissante intervenance dans le monde de la matière, des forces qui sous-tendent la réalité de l'homme et qui donneront demain à l'homme la puissante capacité de créer une science qui sera à la fois magique dans ce sens qu'elle ira contre les lois de nos sciences matérielles et qui permettra à l'homme de créer une civilisation extraordinaire. Il nous faut nous dégager, nous les hommes du 20e siècle, de l'attitude infantile qui naît du doute, qui naît de la crainte, ou qui naît aussi de la crainte du ridicule. Et si nous réussissons à faire ceci, nous le réussirons d'une manière ou d'une autre, nous en arriverons éventuellement à réellement entrer dans la connaissance. Nous avons besoin de connaître, de savoir, de comprendre, afin de bien utiliser notre énergie interne et de la bien équilibrer avec le monde extérieur de la nature. Quelle serait votre définition de la médiumnité? La médiumnité, c'est l'utilisation sur le plan matériel d'un homme par des intelligences sur d'autres plans pour des fins créatives ou destructives. Hitler était médiumnique, il a été utilisé par des forces de basse vibration pour la destruction de l'Allemagne. Il a été utilisé aussi pour la réorganisation politique de l'Europe. Et il a été aussi utilisé pour l'entrée dans le monde d'une force occulte qui fait partie des souterrains ou des sous-plans de l'activité occulte de certaines forces. Par contre, vous avez aussi des médiums qui sont en contact avec des formes d'intelligence très élevées. Il y en a un à Montréal, un type du nom de Borg, qui est utilisé par des intelligences de haute évolution, intelligences qui font un travail créatif et qui se servent de ce bonhomme afin de véhiculer à travers lui, par la parole, des informations servant à aider l'homme, à aider l'humanité. Donc, le phénomène de médiumnité est un phénomène qui évoluera
Un jour viendra où les hommes ne seront plus médiumniques. Un jour viendra où les hommes seront simplement conscients, c'est-à-dire qu'ils seront ou ils pourront être en communication télépathique avec d'autres mondes, mais ils n'auront pas besoin de perdre la faculté normative de leur ego. Et à partir de ce moment-là, les dangers de la médiumnité seront écartés et nous n'aurons plus besoin, les âmes, à ce moment-là, d'être assujettis à des conditions de connaissance qui sont toujours sous le protectorat de ces intelligences. Un homme qui est dans son esprit, un homme qui est conscient, un homme qui a une conscience supramentale, a accès à la même connaissance dans les mondes invisibles que les intelligences qui sont déjà dans les mondes invisibles, mais en dehors du corps matériel. Selon l'évolution de l'esprit de cet homme, même s'il est dans la matière, il a la capacité de se confronter à ces intelligences. Et s'il y a, dans l'expression de ces intelligences, du matériel qui est conditionnel, ou du matériel qui doit être expliqué plus à fond par lui sur le plan matériel, il a la capacité de le faire. Et c'est à partir de ce moment-là que les hommes seront sains et saufs et que les hommes ne seront plus assujettis à l'occulte, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus assujettis à des conditions de pensée ou à des conditions de connaissance qui sont sous le contrôle d'intelligence sur des plans supérieurs ou inférieurs, contrôles qui servent toujours à imprimer chez l'homme, chez l'humanité, des pensées qui font partie de la conscience expérimentale de l'homme. Et chez un clairvoyant ou un médium comme Edgar Cayce aux États-Unis, est-ce que ces prédictions sont toujours exactes à 100%? Les prédictions sont exactes à 100%, soit dans la forme, mais pas nécessairement dans le temps. Ou elles sont exactes à 100% dans le temps, mais pas dans la forme. Mais les prédictions de l'homme ne sont jamais exactes à la fois dans la forme et dans le temps en même temps. Et de quoi provient ce décalage? Ce décalage provient du fait que pour que l'homme, si l'homme vit la prédiction dans la forme et qu'il ne la vit pas dans le temps, ça lui donnera un certain accès à de l'information pour le bénéfice de l'humanité. Et s'il a accès au temps, mais il n'a pas accès à la forme, aussi ça donnera accès à de l'information pour l'humanité. Mais si l'homme avait accès à la forme et au temps en même temps, il serait dans le pouvoir de la connaissance et il créerait sur la terre de la conflagration dans les événements, de la crainte, de la stupéfaction, et il empêcherait l'humanité de progresser naturellement selon les voies de son évolution sur le plan de l'expérience. Les hommes arrêteraient certaines activités parce que les hommes sauraient que telle activité créerait telle condition. Ils arrêteraient telle activité parce qu'ils sauraient que telle activité créerait telle condition. Donc, il y aurait sur la Terre une impossibilité à l'homme de vivre de son expérience évolutive et de corriger en même temps cette expérience au fur et à mesure qu'il évolue. C'est pourquoi l'homme ne peut pas avoir à la fois la forme et le temps. Il peut avoir un ou l'autre. Et les prophètes de l'Ancien Testament? Les prophètes de l'Ancien Testament avaient la forme, mais la forme était très voilée, et ils avaient le temps, et le temps n'était pas expliqué selon une échelle de chronologie qui convient à nos calendriers. Si je parle de certains prophètes comme Jean, par exemple, et on parlait de la fin des temps. La fin des temps, ça peut être loin. Il y avait d'autres prophètes qui avaient le temps et qui n'avaient pas la forme. Mais il n'y avait jamais les deux parfaitement ensemble. L'homme aura la forme et le temps dans sa voyance au cours de la prochaine évolution. Mais à ce moment-là, les hommes qui auront le temps et la forme feront partie d'une nouvelle race et la condition de l'évolution sur la Terre sera totalement autre. C'est-à-dire que l'humanité sera suffisamment conscientisée par le choc des événements que lorsque l'homme, prenons par exemple le nouvel initié qui viendra, lorsque le nouvel initié viendra et dira « à tel temps, telle chose se passera », on écoutera l'homme parce que l'homme aura le temps et la forme en même temps. Et à ce moment-là, le fait de posséder la forme et le temps créera chez l'homme, chez l'humanité, une condition psychologique qui assainira son activité et qui rendra beaucoup plus sécure son évolution. Ça fera partie du pouvoir de l'homme, ça fera partie de la condition nouvelle de l'homme. Lorsque l'homme aura la forme et le temps dans sa voyance, ce sera un âge nouveau.
et l'évolution de la Terre sera différente. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de confrontation entre les hommes comme nous connaissons aujourd'hui. Mais c'est parce que déjà l'homme aura été initié au secret de l'invisible. On a toujours prétendu que la clairvoyance était à Adam. Mais alors, à la lueur de ce que vous me dites, la clairvoyance est bien un don, mais ça ne provient pas de la personne elle-même. Ça lui est donné d'ailleurs. Oui, oui. La clairvoyance peut être un don, mais aussi elle fait partie d'un certain karma. Il y a la clairvoyance consciente et la clairvoyance inconsciente. Moi, par exemple, dans mon activité d'homme, dans ma vie, je me refuse très, très souvent de parler de l'avenir de quelque chose, de l'avenir de quelqu'un, parce que je ne veux pas empêcher telle personne de faire ce qu'il doit faire pour prendre de l'expérience. Si je dis, mais fais pas ça parce qu'il va se produire telle chose, j'empêche l'évolution de l'homme, j'empêche l'expérience de l'homme. Donc, dans ma conscience, je ne peux pas faire ça. Dans le cas de l'homme inconscient, s'il vit la clairvoyance, pour lui, devient une forme de karma, un peu comme la guérison. Il y a des hommes qui guérissent, c'est un karma, ils sont obligés de guérir toute leur vie d'autres hommes. Donc, nous avons pensé dans le passé que ces dons, si vous voulez, du ciel, étaient des dons réellement gratuits. Lorsqu'en fait, ils ne sont pas gratuits, ils nous forcent, nous les hommes, pendant des années, souvent, à traiter avec les hommes en fonction de ces dons qui nous semblent gratuits, mais qui, dans le fond, nous exigent énormément de dépenses d'énergie et qui aussi créent dans notre psychisme, dans notre esprit, une grande tribulation, une grande souffrance, parce que nous ne sommes pas capables souvent de vivre comme les autres hommes et de nous amuser un peu comme les hommes, nos frères, peuvent s'amuser. Edgar Cayce s'est souvent plaint de ne pas être un homme ordinaire. Et moi-même, durant plusieurs années, je me suis plaint de vivre de cette constante génération de mon énergie créative sur le plan mental. J'aurais voulu être comme tout le monde. Ça m'a pris des années pour en arriver à réellement travailler avec cette énergie, la contrôler au lieu qu'elle me contrôle. Je ne veux pas toujours être pris dans cette énergie qui est infini, qui n'a plus de fin. Je veux moi aussi prendre un comic book et lire un comic book ou aller voir un film et m'amuser et jouer au pool ou jouer aux cartes comme les hommes s'amusent. Je ne veux pas toujours être pris dans cette énergie aussitôt que je rencontre quelqu'un, cette énergie qui déferle et qui englobe tout, parce que moi-même je me sentais englobé par cette énergie. Et ça a pris des années. Et ça a nécessité de très grandes souffrances. Donc, dans le cas de l'homme inconscient qui vit de la voyance, de la clairvoyance, c'est la même chose. Ces hommes souffrent et j'ai beaucoup de respect pour eux en tant qu'hommes qui souffrent, qui supportent cette énergie. Mais un jour, ils en arriveront à ne plus souffrir de l'énergie, de la voyance, de la clairvoyance. Ils la maîtriseront et ils ne seront plus liés karmiquement à cette activité. Maintenant, pour les arts divinatoires tels que les cartes de tarot, l'astrologie, la boule de cristal, la radiesthésie, le pendule, est-ce qu'il y a un danger effectivement à pratiquer ces sciences divinatoires? Je vais vous dire une chose. Vous parliez tout à l'heure de la démystification de l'occulte. Ce que je regrette beaucoup, c'est que beaucoup de personnes me voient et me disent « Écoutez, ça marche. Ça marche ceci ou ça marche cela. » Il est là le danger. Le fait que ça marche, c'est le danger. Et nous croyons, nous, que parce que ça marche, c'est véritable. Le fait que quelque chose d'occulte marche, que quelque chose d'occulte fonctionne à travers nous, si c'est ça le danger. Nous devons petit à petit prendre conscience que nous avons en nous-mêmes les facultés nous permettant de faire de la voyance, de faire de la clairaudience, de faire quoi que ce soit. Nous n'avons pas besoin de passer à travers des systèmes mécanistes qui souvent sont utilisés par des forces sur des plans qui sont inférieurs pour nous mettre dans la confusion en utilisant de temps à autre des aspects dans leur communication qui sont véritables. Prenons par exemple le Ouija board. Le Ouija, vous prenez deux enfants, deux jeunes qui s'intéressent à ceci. Ils ont 14, 15, 16 ans. Ils demandent des questions, ils ont des réponses. Vous savez qu'est-ce que ça produit sur le mental d'un enfant de recevoir une réponse de l'invisible? Une réponse qu'eux n'auraient pas pu répondre. Ça les stupéfie et ça les embarque naturellement dans une voie qui peut être très dangereuse parce qu'ils ne savent pas qui manipule cette énergie. Ils ne savent pas avec qui ils trafiquent et ça marche. Donc ils disent, ça marche.
Donc, ils s'entraînent petit à petit et vous voyez après quelques années qu'ils s'enfoncent dans un marais et s'ils ne sont pas en communication avec des intelligences qui sont d'un ordre suffisamment évolué, ou s'ils ne sont pas en communication avec leur propre esprit qui peut aussi utiliser le Ouija board, à ce moment-là, ils sont dans une situation très dangereuse. Il y a des gens qui ont eu l'esprit totalement détourné à cause de leur contact avec des systèmes psy, parce que dans le fond, ce sont des systèmes ou psychomécaniques. Donc, il faut faire attention à ces choses. Et comment est-ce qu'on pourrait développer un discernement dans ces sciences-là afin de ne pas justement tomber dans ces pièges qu'on dénonce? Le discernement vient toujours après l'expérience. C'est avec l'expérience, avec aussi l'instruction qu'on peut donner à l'homme du danger de ces choses, que vient le point où les gens réalisent qu'effectivement il y a danger. Ce n'est pas tout d'un coup, parce que dans le fait de l'expérience, le mental est plutôt épaté. Nous sommes facilement épatés. Et il est là le danger. Ce serait là le danger, oui. La fascination. Ah oui, la fascination. La fascination, c'est l'outil parfait utilisé par ses forces contre l'homme. L'homme n'a pas à être épaté. L'homme n'a pas à être épaté de quoi que ce soit. Alors, à partir du moment où il se dit j'ai un certain pouvoir, à ce moment-là, il tombe dans le piège. Voilà, très juste. Très juste. Surtout aujourd'hui, excusez-moi, n'oubliez pas que nous entrons dans une fin de cycle. Il y a de plus en plus d'interrelations entre l'invisible et le matériel. Et heureusement, et je suis très content de ceci, je regarde souvent à la télé des programmes qui indiquent effectivement qu'il y a de l'activité de plus en plus basse en vibration à travers les hommes. J'écoutais à la télé il y a quelques jours qu'aux États-Unis, dans une petite ville tranquille, sereine, où l'esprit a toujours été extrêmement limpide, se situe tout à coup un cancer qui relève de l'activité d'un groupe satanique qui a opéré des œuvres contre les animaux, des chiens, et effectivement, inévitablement, progressivement contre un jeune homme, où on lui a enlevé les yeux et où on l'a tué. Et si les psychologues, les psychiatres, les gens du gouvernement, le monde sérieux, le monde qui s'occupe de l'ordre dans notre société, qui est très difficile à maintenir, ne prennent pas ces choses au sérieux et ne s'occupent pas de réellement aller à la source et à parler avec des gens qui peut-être ont des idées qui semblent un peu plus étirées que d'autres, ils s'empêcheront de voir le grand danger qui menace aujourd'hui notre jeunesse à travers cette musique infernale et ces drogues et tout ce qui fait partie du paraphernalia de la décadence. Donc, nous sommes dans une situation à la fin du 20e siècle où l'individu, le jeune, pas tellement l'homme d'un certain âge, parce que lui a passé le cap de l'influence, puisqu'il est déjà très fossilisé dans ses structures psychologiques. Mais le jeune qui est à l'affût, qui est à la recherche, le jeune qui ne se sent plus sécurisé par sa société, sa culture, sa civilisation, sa race, lui, il doit être protégé. Et il n'a plus de protection, il n'a pas de protection. Et vous avez toute cette essaim d'activités qui viennent vers lui et qui le mesmérisent et qui l'hypnotisent et qui le rendent absolument assujettissable à ces forces que l'homme, encore aujourd'hui, ne comprend pas. Et que moi, j'essaie d'expliquer dans un format qui, pour le moment, dépasse probablement la majorité des esprits, mais qui un jour sera effectivement le dénominateur commun de la conscience humaine. Pourquoi n'écririez-vous pas un livre sur ces sujets? Je commence. Je suis en train d'écrire un livre que je dirige au public américain. Un livre que j'écris en anglais. Un livre que j'appelle Non, je ne vais pas dire le titre parce que je ne veux pas qu'on m'identifie avec le livre. Mais c'est un livre qui, effectivement, a la fonction d'expliquer ce que nous pourrions appeler les liens entre les phénomènes psy et l'homme, l'invisible et l'homme, tout ce qui est interne et externe. Et je ne sais pas encore parce que je ne sais pas ce que je vais écrire. Donc si je dis, ou si je vous dis le titre du livre ou l'envergure du livre, et
et que je ne sais pas ce que je vais écrire dans 3, 4, 5 chapitres et que je décide à ce moment-là de retirer mon nom du livre et de le publier d'une façon simplement anonyme, à ce moment-là, je mets probablement, selon ce que je vais écrire, ma propre vie dans une situation difficile. Et je ne veux pas faire ça parce que je ne veux pas m'empêcher de continuer à écrire. Mais probablement, si, après la rédaction des textes, j'ai décidé que le livre peut être publié sous mon nom ou sous un nom de plume avec lequel je puis être identifié, à ce moment-là, je dirai quel livre j'ai écrit et quel en est le titre. Pourquoi l'écrivez-vous en anglais? Je l'écris en anglais parce que lorsque je parle en anglais, je ne parle pas comme je parle quand je parle en français. C'est une autre vibration, parler en anglais. Donc, ça me permet de sortir du matériel qui est beaucoup plus psychologique, beaucoup plus à la portée d'une mentalité anglaise, dont la quantité de membres est très vaste dans le monde occidental. Et comme je considère les États-Unis comme un pays qui a besoin d'énormément de support sur le plan de l'explication et de l'instruction de certaines données en ce qui concerne les événements futurs de l'homme et l'événement présent de l'homme et tous les aspects psychosocial de sa psychologie qui est constamment en évolution et en changement. Je crois que les Américains ont besoin d'être aidés parce que les Américains sont ou représentent un très grand peuple, un peuple qui a beaucoup de courage d'investigation intérieure et ce peuple est à la mesure de ce qui peut être écrit en fonction d'une pensée qui est beaucoup plus avancée que la moyenne des pensées que nous connaissons dans le monde occidental. Le peuple américain, c'est un très grand peuple. Et lorsque je le regarde du point de vue cosmique, je ne le regarde pas du point de vue de son infrastructure politique ou économique. Je le regarde du point de vue cosmique. Et ce peuple représente pour l'humanité un des grands leviers de sa libération future. Et si j'écris en anglais, c'est pour permettre qu'une grande quantité d'individus ait accès à un certain matériel qui puisse être bien absorbé dans une culture telle que la leur. Et ensuite, le livre pourra être traduit en français et ainsi de suite en d'autres langues. Comment se fait-il que la parapsychologie s'intéresse de plus en plus aux fonctions cachées peut-être du cerveau? Est-ce que ça veut dire qu'elle pense que les clés peut-être de l'invisible sont là? La parapsychologie, sur le plan méthode, sur le plan philosophique et sur le plan scientifique, est encore au stage cartésien. Viendra le jour où les parapsychologues passeront d'un stage à un autre. Ou s'ils ne le font pas d'une façon publique, ils le feront d'une façon interne et ils maintiendront le statu quo cartésien en ce qui concerne la structure de leur science. Mais si les parapsychologues veulent réellement investiguer le phénomène psy, ils seront obligés éventuellement d'en arriver à pouvoir contrôler la phénoménalisation psy à partir du contact télépathique entre eux et les plans qui contrôlent cette énergie. À ce moment-là, le phénomène psy pourra être un phénomène réglable selon le besoin de la méthodologie scientifique et en même temps, il sera démontré dans l'envergure de cette expérience interne qu'il y a une relation étroite entre le matériel et l'invisible. Donc, ceci amènera la parapsychologie à s'affranchir d'une sorte de semi-gloire qu'elle a voulu s'imposer ou se donner après la gloire de la physique pure et de la chimie. Parce que les parapsychologues se veulent être réellement scientifiques, et c'est très bien, mais ils se veulent ou ils se voudront éventuellement d'être non pas simplement scientifiques dans le sens cartésien, mais intelligents dans le sens créatif, afin de permettre que la science devienne de plus en plus souple et de plus en plus investigative. Des couches subtiles, infrastructurelles de la réalité, ceci amenant inévitablement au contact entre le parapsychologue et les forces qui émanent des plans subtils du subconscient de l'homme. D'où vient le génie d'une personne? Le génie d'une personne, c'est l'activité karmique d'une personne. C'est-à-dire qu'une personne est géniale en fonction de son passé.
en fonction de son expérience. Le génie d'une personne est toujours le produit d'un esprit qui est très évolué et qui a suffisamment amassé d'expérience dans le passé pour créer dans un futur quelconque ou dans une vie quelconque ou dans une programmation quelconque une activité créative qui serve bien l'humanité. Prenons par exemple un Mozart qui commence à jouer à 4 ans et qui commence à réellement faire de la musique et non pas simplement pianoter. Il y a une relation entre l'ego sur le plan matériel et l'esprit qui a suffisamment au cours des siècles pris d'expérience dans son contact avec l'ego pour pouvoir bien canaliser l'énergie de cet esprit. Le lien entre l'esprit et l'ego, c'est un lien d'énergisation, c'est un lien d'expérience. Plus l'esprit est évolué, plus il a l'expérience de l'ego. Plus il a l'expérience de l'homme, plus il peut travailler avec la lumière dans l'homme. Alors, si un homme a un esprit très évolué et qu'il a un karma extrêmement positif, il peut à ce moment-là, bénéficier du rapport inconscient, si vous voulez, mais très étroit entre son esprit et son ego, parce que son esprit a appris au cours de l'évolution à bien manipuler l'énergie à travers le plan mental, le plan astral de l'homme, le plan vital et le plan physique, parce que dans le fond, c'est l'esprit qui crée l'homme. Vous venez toujours au monde sur la Terre avec le corps et les conditions normales ou paranormales qui conviennent à la relation entre votre esprit et vous-même. Et plus l'esprit est évolué, naturellement, plus ces conditions sont grandes, plus ces conditions sont puissantes d'effet et peuvent créer, sur le plan matériel, la phénoménalisation de l'homme en tant que génie. Mais le génie n'implique pas nécessairement la conscience de l'homme. Un homme qui est génial est un homme qui participe mentalement ou émotivement, étroitement avec son esprit. Mais il n'a pas nécessairement la conscience de son esprit, donc il n'a pas une conscience supramentale. Le génie, ce n'est pas l'expression d'une conscience supramentale, mais c'est l'expression d'une conscience mentale inférieure très avancée, à cause justement du rapport entre l'ego et l'esprit. Est-ce qu'il peut exister un cerveau éthérique? Le cerveau éthérique existe, il fait partie de l'infrastructure de la conscience cérébrale de l'homme, il fait partie de cette masse d'énergie qui, dans le fond, est la substance même de l'intelligence humaine. Plus l'homme évoluera, plus il sera capable d'absorber l'énergie de son esprit, plus il aura un cerveau éthérique développé, c'est-à-dire plus la totalité des mémoires faisant partie des éthers sur lesquels se situe le cerveau éthérique, plus il aura accès à ces mémoires. Donc, plus vaste sera sa connaissance, plus vaste sera sa capacité de transiger avec les lois de la nature. Le cerveau éthérique fait partie intégrale de la réalité matérielle de l'homme, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de l'utiliser parfaitement. C'est pourquoi nous n'avons pas parfaitement une capacité scientifique. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables d'utiliser notre champ de force. Il y a une relation directe entre le cerveau éthérique et le champ de force de l'homme. Lorsque le cerveau éthérique sera très développé, le champ de force de l'homme sera assujetti à la volonté de ce cerveau éthérique, qui sera le produit de la volonté de l'homme, et cette volonté de l'homme sera le produit de la fusion entre lui, en tant qu'ego, et son esprit. Et à ce moment-là, le cerveau éthérique de l'homme sera réellement la gloire de l'homme. Elle sera beaucoup plus grande, cette gloire, que la simple manifestation mécanique de la mémoire intellectuelle que nous connaissons ou que nous avons connue pendant l'évolution. Le cerveau éthérique, c'est merveilleux parce que c'est essentiellement l'homme invisible. C'est le siège de l'intelligence de l'homme invisible. Et un jour, l'homme invisible pourra sortir de l'homme matériel, il pourra se séparer de l'homme matériel et son cerveau sera le cerveau éthérique. Et il y a d'ailleurs une connexion directe entre l'énergie de ce cerveau éthérique et l'énergie de tous les cerveaux éthériques qui existent dans le cosmos,
soit sur notre planète ou sur d'autres planètes. Et c'est à partir du cerveau éthérique et des connexions ou des interconnexions que l'homme vivra ou qu'il connaîtra la télépathie. Est-ce que les neurones du cerveau physique vont avoir un développement futur? Non. Les neurones du cerveau physique sont parfaitement développés. Elles ont une quantité stable. Le cerveau physique de l'homme, le cerveau matériel de l'homme est parfaitement développé. Il n'y a plus rien à faire sur le plan du cerveau matériel. C'est le cerveau éthérique maintenant qui est en train de se développer. Et lorsque le cerveau éthérique sera suffisamment élevé en vibration, la communication, la connexion avec les neurones se fera et automatiquement il y aura un partage entre l'énergie cérébrale de ce cerveau et l'activité mentale, supramentale de l'homme nouveau. Les biologistes disent, ou d'autres spécialistes disent que l'homme est un bipède tricéphalé, donc il aurait 3 cerveaux, dont un cerveau reptilien qui serait la cause de tous nos problèmes au niveau de notre animalité, de nos instincts, etc. Oui. Est-ce qu'il va arriver un jour où l'homme va pouvoir se débarrasser de ce restant fossilisé de son évolution? Oui, l'homme se débarrassera de ceci au fur et à mesure qu'il avancera dans la lumière, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'il pénétrera dans des zones de conscience qui n'ont rien à faire avec la matérialité, mais qui ont à faire avec les sous-plans de la réalité. À ce moment-là, l'homme n'aura plus de mémoire animale à aucun niveau. Il sera simplement un être dans toute la gloire de sa conscience. Mais la mémoire ancienne de l'homme, des stages les plus anciens jusqu'aux stages les plus nouveaux, modernes, fait partie des besoins de l'homme de se donner de la souvenance. L'homme a besoin de souvenance afin de bien faire marcher sa machine. C'est comme les réflexes. Nous parlons de la réflexologie. Nous avons des réflexes instantanés vis-à-vis quelque chose qui se produit. Ces réflexes font partie de la nature animale de l'homme, la nature inférieure de l'homme. Donc, si l'homme n'avait pas la mémoire de cette ancienne conscience, il n'aurait pas cette réflexologie, donc il serait souvent mis dans des situations où son corps matériel, sa survie serait en danger. Donc il y a de l'ordre dans l'accumulation des mémoires, mais il y a aussi un désordre créé non pas par les mémoires anciennes de l'homme, mais par les mémoires nouvelles de l'homme. Et lorsque je parle des mémoires nouvelles de l'homme, je parle de ces mémoires à partir du moment où l'homme est devenu homme, où l'homme a commencé son évolution, où l'homme a commencé à partager sa conscience avec sa raison. Et c'est à partir de ce moment-là que les mémoires de l'homme ont commencé à réellement densifier sa conscience et à le couper de sa conscience réelle. C'est ce que Victor Hugo a voulu illustrer en disant que la mémoire était le génie des sots. Oui, la mémoire est le génie des sots. La mémoire est le génie des sots dans ce sens que la mémoire fait partie du passé de l'homme. La mémoire ne fait pas partie de la conscience créative de l'homme. Un homme qui est dans sa conscience créative n'a pas besoin de mémoire. Il est mémoire. Mais il est mémoire non pas réflexive, il est mémoire créative, c'est-à-dire qu'il a accès à son cerveau éthérique instantanément. Tandis que l'homme dans le passé avait accès à de la mémoire mécaniste, de la mémoire intellectuelle, qui était effectivement le génie des sots, parce que l'homme se mémorise toujours ce qui a été le meilleur ou ce qui a été le mieux dit dans le passé, afin de continuer son enterrement d'être non intelligent, mais exprimant une forme d'intelligence qu'il croit être de l'intelligence, mais qui dans le fond n'est pas de l'intelligence, mais n'est que de la réflexion inférieure d'un pouvoir créatif qui est totalement obnubilé à cause de l'impossibilité de l'homme d'utiliser son intelligence créative. Donc c'est simplement de la mécanicité. Des singes peuvent être amenés à de l'activité intelligente, et non pas naturellement la faculté créative que nous avons, mais ils peuvent être amenés à de la faculté intelligente. Donc la mécanicité, l'intelligence mécanique, le phénomène de la mémoire n'a rien à faire avec de l'intelligence. Et ceci, je veux réellement vous le dire avant de terminer cette émission, parce que l'homme, un jour, découvrira que ce que nous appelons demain, ce que nous appellerons demain de l'intelligence, est un phénomène de relation télépathique étroit entre l'esprit de l'homme et son ego. Tandis que dans le passé, ce que nous considérions comme de l'intelligence n'était que l'actualisation dans notre expérience, dans notre monde conceptuel, d'une énergie qui faisait partie et qui était fondée sur la mécanicité de notre mémoire.
Et la mécanicité de notre mémoire fait partie de l'ordre naturel du mental inférieur, mais elle ne fait pas partie de l'ordre surnaturel du mental supérieur.